Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est votre télévision sur la toile qui vous apporte des informations tous azimuts. Avant d'adresser la parole à notre invité de ce soir, je voudrais saluer notre ami jeune frère Albert Nagriogo, journaliste burkinabé qui, un tant soit peu, a passé quelques jours ici aux États-Unis et bien sûr qui a côtoyé les couloirs d'Ivoire TV et Albert Nagrego avec qui nous avons eu un certain nombre d'émissions et qui est retourné au Burkina. Salut à toi Albert, et je sais que tu as commencé tes émissions sur une radio burkinabé. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais te saluer. Comme je le disais tout à l'heure, mon invité de ce soir, c'est un monsieur que vous avez déjà vu à plusieurs reprises. Il y a juste quelques semaines de cela, nous étions avec lui. Il est encore avec nous parce que nous allons parler de l'actualité ivoirienne. Docteur Nyaka Lagoke, bonsoir. Bonsoir, Germain. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'opportunité. Pour discuter de la politique ivoirienne. Et africaine. Nous sommes ivoiriens, nous sommes africains, donc de ce fait, nous ne devons pas avoir peur de discuter de ce qui nous concerne d'abord. Bien sûr. Voilà. Et docteur, la première question que je voudrais vous poser, c'est que la dernière fois, lors de notre dernière rencontre, vous avez fait des affirmations, comme quoi le gouvernement de Côte d'Ivoire a utilisé l'argent d'agrobusiness pour payer les mutins. Alors, sur la base de quoi sur la base de quelles données avez-vous fait ces affirmations? Parce qu'il y a eu déjà des réactions sur les réseaux sociaux. Alors, sur la base de quoi avez-vous fait ces affirmations? Non, en fait, ce n'est pas comme ça que j'avais dit. J'avais seulement dit que il ne pouvait pas démontrer qu'il n'avait pas utilisé l'argent des souscripteurs pour payer les mutins. C'est ce que j'avais dit. Parce qu'il y a des suspicions légitimes qui pèsent sur le régime de M. Alassane Dramane Ouattara par rapport au problème de l'agro-business. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, de quoi il s'agit, des compagnies ivoiriennes ont investi dans le secteur de l'agro-business et donc qui donnaient des retours sur investissement. Et puis le gouvernement de M. Ouattara a décidé de geler les comptes et de poursuivre les patrons de ces compagnies. Et dans la précipitation, le gouvernement de M. Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait rembourser les souscripteurs avant la fin du mois de février. C'est ce qu'il avait dit. Alors donc nous, il y avait déjà de fortes suspicions. Nous savons que le gouvernement de Côte d'Ivoire a des difficultés de trésorerie, ça c'est la réalité. Le cacao, il y a une mévente du cacao, ils ont fait des projections qui ne se sont pas avérées justes et donc nous avons des difficultés pour faire écouler le cacao à cause d'une surproduction. L'anacarde, le prix qu'on donne à nos planteurs est en deçà du prix que les Ghanéens donnent à leurs planteurs d'anacarde. Et donc, beaucoup de difficultés auxquelles le gouvernement de M. Ouattara est confronté, et c'est dans ce décor-là qu'il y a eu les mutineries successives de ces soldats, 8000 personnes qui rentrent en mutinerie, 3000 personnes qui rentrent en mutinerie, chacun demande 12 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA ici et là. Cela, ce n'était pas des prévisions qui rentraient dans le cadre de ce qui avait été programmé dans le budget de Côte d'Ivoire. Alors, ce que des voix autorisées disent, c'est que M. Ouattara ou son gouvernement a utilisé l'argent des souscripteurs de l'agro-business pour payer les mutins. Donc en fait, c'est des affirmations gratuites. Non, ce n'est pas une affirmation gratuite. Puisque là, c'est une déduction et c'est une supposition, ce n'est pas une affirmation donc gratuite. Une supposition n'est pas forcément supposée être confirmée. Ce que j'ai dit et que je vais répéter, j'ai dit qu'il ne peut pas démontrer qu'il n'a pas pris l'argent des souscripteurs. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'il pèse sur le gouvernement ivoirien de démontrer qu'on a utilisé l'argent de l'agrobusiness pour payer la mutins? Non, mais bien sûr. Parce que le président de la République jouit d'un pouvoir autoritaire et discrétionnaire. Non, bien sûr. Mais là, je vais parler de cette affaire parce que dans le problème du secteur de l'agrobusiness, quand nous avons fait l'interview et que j'ai fait un certain nombre de papiers sur Facebook, des adorateurs
des zélateurs, adorateurs du président Alassane Draman Ouattara étaient entrés en transe, dont il y en a qui ont pensé qu'il fallait décrédibiliser ce que nous étions en train de faire. Or, il y en a qui ont pensé que c'est parce que moi-même j'étais un souscripteur. Et je l'ai dit, ils peuvent le vérifier. Si d'aventure mon nom était sur la liste des souscripteurs, cela ne serait qu'une manœuvre politicienne de ces gens parce que je n'ai pas souscrit. Mais vous connaissez des gens qui ont souscrit. Je connais des gens qui ont souscrit. Donc vous êtes en relation avec ces gens-là qui vous donnent au quotidien. Voilà, qui me donnent les informations, mais surtout ce qui me fait bouger, tout en moi, contre l'injustice. C'est ça qui me fait bouger. Quand on fait le combat pour le panafricanisme, qu'on a le privilège d'être interviewé par votre chaîne de télévision et puis par d'autres médias. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Parler des différents problèmes en Afrique et dans le monde. Donc on se sent interpellé par ce qui se passe. Parce que au départ, parce que c'est ça qui est important que je vais dire. Le gouvernement a estimé à un moment donné qu'il y avait 36 000 souscripteurs. Quand les gens se sont inscrits, aujourd'hui, ils sont arrivés à une liste de plus de 50 000 personnes. Ça veut dire que à peu près le double du nombre auquel ils s'attendaient. Donc, ils n'ont pas fait leur travail pour avoir les données suffisantes sur le nombre de souscripteurs. Premier élément. Deuxième élément, quand ils ont annoncé qu'ils allaient rembourser l'argent des souscripteurs avant la fin du mois de février, nous savions qu'effectivement, le gouvernement n'allait pas être capable de respecter, si tu veux, ce délai. Troisième élément, quand le gouvernement de Alassane Draman Ouattara a décidé a annoncé qu'il allait payer et rembourser l'argent sur la base des montants disponibles, là encore, on savait que effectivement les Ivoiriens ou les souscripteurs allaient payer en monnaie de singe. La preuve, aujourd'hui, quelqu'un a mis 3 millions de francs CFA sur le site qu'eux-mêmes ils ont fait. On voit les pourcentages de remboursement, mais c'est dérisoire et c'est un drame social, c'est une catastrophe. Oui, mais est-ce que le gouvernement était obligé de rembourser? Parce que le ministre Koné a dit que les investisseurs doivent se sentir heureux. Sous d'autres cieux, ils n'auraient pas eu un seul centime. Oui, mais ici, le gouvernement est en train de faire mains et pieds pour leur apporter quelque chose en retour. Ce n'est pas parce que le gouvernement est animé de bonne foi, c'est parce que le gouvernement veut casser le mouvement social de protestation qui est en train de monter. Donc c'est pour cela qu'ils sont en train de paniquer. La preuve, vous dites que vous allez rembourser l'argent des gens avant la fin du mois de février. Hier, il y a un des journaux proches du pouvoir annonçait que ça traînait le remboursement, que ça va se faire la semaine prochaine. À un moment donné, ils ont demandé aux gens d'aller vers les banques. Les gens vont maintenant vers les banques qui sont exposées. Les gens vont vers les banques, après on leur dit non, qu'il faut maintenant ouvrir un compte pour que cela puisse se faire en silence, comme pour éviter une révolte populaire en Côte d'Ivoire. Donc, bref, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Le gouvernement a été animé d'une mauvaise foi. Et le gouvernement a décidé de faire même bas sur les revenus. Docteur, c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est l'opinion publique? Ce que vous êtes en train d'affirmer, est-ce que c'est l'opinion publique? Mais bien sûr, les vidéos des souscripteurs, de ceux qui... Tous ces gens... Je suis en train de vous dire que je connais, je n'ai pas besoin de donner de nom, mais je connais des gens qui travaillent dans des banques au Canada, des gens qui travaillent dans les institutions internationales aux États-Unis, des gens qui travaillent en Côte d'Ivoire au Trésor, qui ont mis de l'argent dans cette affaire. Je connais une dame qui ne travaille pas, mais qui a économisé, c'est près de 2 millions, mais qui a 2 enfants et qui a mis son argent là-dedans. Elle a été même l'une des premières à m'informer que, effectivement, si le gouvernement n'arrivait pas à rembourser cet argent, ça allait être une catastrophe pour elle. Donc, je suis là pour parler au nom de toutes ces personnes-là, parce que peu d'Ivoiriens, c'est ça le problème. Les organisations de droits de l'homme ont démissionné, les partis politiques ont fait quelques communiqués laconiques, et une partie des Ivoiriens estiment que que c'est peut-être une affaire de Ponzi scheme, ou bien une affaire de pyramide, donc ceux qui ont mis de l'argent, on doit pouvoir utiliser, c'est comme s'ils méritaient le sort qui leur arrivait. Je ne suis pas d'accord avec cela. Dans la mesure où... Donc vous portez la voix des sans-voix. Non, pas si je suis... Non, les gens parlent, mais je veux dire que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt immédiat dans cette affaire comme moi peut mettre sa crédibilité en jeu, a convaincu de la justesse de son combat pour défendre la situation de ses souscripteurs. 50 000 personnes en Côte d'Ivoire.
Quand on sait que dans une famille, enfin un souscripteur, ça a certainement fait partie d'une famille ou bien un membre d'une famille de 5 personnes, ça veut dire que là, on a au minimum au moins 250 000 Ivoiriens qui sont touchés directement par cette affaire. Donc, il faut qu'on parle de ça. Maintenant, les compagnies d'agrobusiness ont dit qu'elles-mêmes, elles allaient régler le problème. Vous empêchez que ces compagnies-là règlent les problèmes, vous poursuivez les directeurs généraux de ces compagnies, vous gelez leurs avoirs, et en plus de ça, vous mettez sur pied un comité d'experts dans lequel les souscripteurs ne sont pas représentés. Donc, il y a un souci. Donc ça, il faut le dénoncer, et je pense que les gens qui sont en train de manifester, ils sont dans le droit, et il faut qu'ils continuent à mieux s'organiser jusqu'à ce qu'ils aient leur argent, et que le peu d'argent qu'on leur rembourse maintenant, bien sûr qu'il faut le prendre, mais demain il faut continuer la lutte jusqu'à ce que le gouvernement de la centrale... Vous encouragez les Ivoiriens à descendre dans les rues? Oh, c'est-à-dire que non. Vous encouragez les Ivoiriens à descendre dans les rues? Je ne dirais pas, manifester. Je ne dirais pas descendre, parce que quand on dit de lutter, cela ne veut pas dire qu'il faut seulement descendre dans les rues. J'en ai ici dedans, dans cette lutte, il y a au moins plus de 120 façons de faire de la désobéissance civile pour faire la lutte. On n'a pas besoin d'aller se faire massacrer par les microbes ou bien par les douzeaux de Ouattara. Et je pense que c'est vrai qu'il y a l'engouement, les souscripteurs veulent s'organiser, mais si les gens se donnent les moyens ou rencontrent ceux qui peuvent les aider, cette lutte peut être mieux organisée sans que les gens ne descendent dans les rues comme ça, de cette façon. Maintenant, s'ils descendent dans les rues et ils sont convaincus qu'en le faisant, le gouvernement n'aura pas la possibilité de tirer sur eux, oui, et ça il faut apprécier cela, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'on soit encore à ce niveau. Mais ce que je leur dirais, s'ils m'écoutent, j'ai appris qu'il faut aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale, mais il n'est pas le seul. Les gens doivent rencontrer tous ces diplomates, tous ces ambassadeurs de la communauté internationale qui ont pensé que M. Alassane Draman Ouattara était un démocrate et qui ont estimé qu'avec lui, la Côte d'Ivoire allait vivre une démocratie. Les souscripteurs ne peuvent pas manifester en Côte d'Ivoire. Quand ils manifestent, on les met en prison. On vient empêcher les conférences de presse. Ils doivent aller rencontrer l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la France, les représentants, si tu veux, de l'Angleterre. Ils doivent les rencontrer. Ils doivent rencontrer les responsables religieux, qu'ils soient catholiques, protestants ou bien musulmans, pour leur dire que nous sommes en face d'un drame social. Ça encore, je n'ai pas encore vu cela dans les médias. Ils doivent rencontrer les responsables des associations des droits de l'homme, les Amnesty International, les Human Rights Watch, les Lido. Ils doivent aller les rencontrer pour leur dire, vous devez être interpellés par votre conscience, parce que nous sommes grugés par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, là, on ne l'a pas encore vu. Quand ils seront en train de faire cela, c'est ainsi qu'ils vont bâtir, c'est ainsi qu'ils vont conscientiser le maximum d'Ivoiriens. C'est comme ça qu'ils pourraient gagner la bataille de l'opinion, qu'ils sont en train de gagner. Mais comme Ouattara et son régime, ils ont encore des médias et que c'est des grands faiseurs de nouvelles, M. Ouattara peut se retrouver à l'Élysée et en France et raconter que, bon, c'est des escrocs. Mais quand on attend ce genre de choses de M. Ouattara et de son gouvernement, mais il y a un souci. Et voici le souci. Des gens qui ont cassé la BCEAO, des gens qui ont cassé la BCEAO, des gens qui ont racketté, rançonné leur propre population au nord de la Côte d'Ivoire, des gens qui ont fait toutes ces choses-là, c'est eux qui vont venir jeter un discrédit sur des centaines de milliers d'Ivoiriens, alors qu'ils sont allés récupérer les sous de ces Ivoiriens. Voilà ce dont nous parlons. Je ne voudrais pas parler d'une absence, mais je voudrais parler d'une carence organisationnelle au niveau des investisseurs pour rendre leur pouvoir, encore leur action un peu plus crédible. Non, je ne dirais pas. Le mot est fort. Pour avoir un impact sur le gouvernement. Non, donc il y a une carence organisationnelle. Ils font déjà de bonnes choses. Ils sont révoltés. C'est bien. Mais la Côte d'Ivoire est régie par un certain nombre de lois. Est-ce qu'ils le font vis-à-vis de la loi en Côte d'Ivoire? C'est ce que je suis en train de dire. On a entendu qu'ils avaient des avocats. On n'a pas encore vu. C'est vrai. Il faut quand même savoir qu'ils sont en train de lutter dans un contexte qui n'est pas facile. On a vu Sam l'Africain qui a fait une sortie. Bon, moi, même quand j'ai vu sa sortie, j'étais un peu surpris. Où il parlait de M. Ouattara, de sa nationalité, où il parlait de Madame Ouattara.
et puis bon, demander aux Ivoiriens de s'organiser pour pouvoir un jour, comme un seul homme, mettre fin au régime de Ouattara. Ils l'ont arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc ça veut dire que les conditions dans lesquelles les Ivoiriens sont ne sont pas des conditions faciles. Mais il ne faut pas désespérer du peuple de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit il y a 5 ans. Quand on parle souvent des Ivoiriens, j'entends les gens dire oui, vraiment, c'est des gens qui sont des peureux, et que vous voyez ce que les Burkinabés ont fait. Mais ce que les Burkinabés ont fait là, c'est un travail de 27 ans. Et les 5 dernières années là, les Sams Kalodja, les Smoky, et tous ces gens se sont organisés. Ce qu'ils ont fait, et puis Blaise est parti, c'est dans la même processus. Maintenant, M. Ouattara estime que lui, il peut échapper au sort de Blaise Compaoré, alors qu'il y a eu un diplomate français qui a fait un article dans Jeune Afrique pour dire justement au régime, à M. Ouattara, que les mêmes signaux que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire, il les avait détectés dans le cas de Blaise Compaoré, qui ne les a pas bien analysés, et puis bon, l'irréparable est arrivé. Bon, bref. On n'est pas dans une logique forcément, si tu veux, d'insurrection populaire. On veut seulement que le régime de M. Ouattara soit animé de bonne volonté, de bonne foi, et soit habité par la raison. On ne peut pas avoir des Ivoiriens... C'est un régime qui regorge d'intellectuels, M. Non, ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Actuellement, nous ne sommes pas une affaire d'intellectuels. Nous sommes à un niveau de perspective, et puis nous sommes à un niveau des valeurs au niveau du cœur. Les gens n'ont pas suffisamment de compassion. M. Ouattara n'est pas un homme. M. Ouattara, sa première qualité, ce n'est pas la compassion. M. Ouattara n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie. Et les gens de son régime estiment que faire ce qu'ils sont en train de faire, tant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils peuvent casser les gens ici et là, et que c'est suffisant. Mais non, 2020 là, c'est encore loin. Nous ne sommes qu'au mois de mars. Personne ne sait ce qui va se passer au pays. Personne ne sait ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc bref, il a raté l'opportunité. Des gens qui au départ estimaient que j'avais pris position et que je ne maîtrisais pas tout le dossier de l'agro-business. Je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrisais le dossier, mais j'étais convaincu que la façon dont le gouvernement était en train de régler ce problème, que c'était une mauvaise façon. Et je suis satisfait de ce que les Ivoiriens aient donné la possibilité à M. Ouattara d'annoncer lui-même les montants qu'ils vont rembourser. Sur la base de ce qu'on a entendu, tout le monde aujourd'hui sait qu'on ne peut pas cacher le soleil avec une main, et que M. Alassane Ouattara, comme on le dit, il a vraiment détruit lui-même le peu de crédibilité qui lui restait. Est-ce que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui suffisamment de moyens de pouvoir rembourser ses investisseurs? Oui, nous allons tout à l'heure arriver, je dirais par exemple, à l'esclavage. Moi j'appelle ça esclavage monétaire du franc CFA. Alors, est-ce que par rapport à notre franc CFA aujourd'hui, nous allons arriver tout à l'heure à ce terme, est-ce que par rapport à notre franc CFA aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a suffisamment de sous pour rembourser ses investisseurs? Et ça, ce que je vais dire, ceux qui aiment défendre le régime peuvent aller le faire, ils peuvent aller faire leurs recherches. Les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions ont plusieurs fois dénoncé les contrats de gré à gré, la gabégie, les détournements d'argent. Est-ce que c'était seulement sous le régime du président Alassane? On a vu, même sous Oufoué, sous Gbagbo, sous Gueye, sous Bédié, il y a toujours eu des gabégies. Non, mais comme actuellement nous sommes en train de parler de celui qui est au pouvoir, c'est pour ça qu'on parle de M. Ouattara. Le jour où vous voulez qu'on parle de la gestion, de la gouvernance en Côte d'Ivoire depuis Oufoué jusqu'à Alassane Ouattara, on peut le faire. Il y a eu dernièrement Moizolo Diambanza qui a été expulsé de la France, un panafricaniste. Nous allons arriver au panafricanisme un peu plus tard. Il a été expulsé de la France, la justice française l'a expulsé. Parce que les Ivoiriens, les Africains sont en train de s'organiser contre le CFA. Est-ce que nous pouvons avoir notre indépendance monétaire? Est-ce que nous pouvons battre aujourd'hui nous-mêmes notre propre monnaie comme certains pays? Souvent, quand on parle de la question du CFA, on entend des gens dire non, que si nous quittons le CFA, on ne pourra pas gérer nous-mêmes notre propre monnaie, il n'y aura pas de stabilité financière et monétaire. Donc, on entend tous ces arguments, mais qui sont des arguments purement techniques et purement économiques. Or, la question est d'abord politique.
est-ce que un pays qui est indépendant peut être lié par son ancien colonisateur à travers un système monétaire qui fait que 50% de tes devises là, tu dois déposer ça dans le trésor public français. C'est une question de bon sens, c'est une question de logique, donc c'est d'abord une question politique, une question d'éthique. Donc la question économique, je peux aborder ça rapidement. Donc, nous avons, on avait fait des conférences ici, moi-même dans plusieurs interventions, nous avons parlé de la France-Afrique et du CFA, et puis Kémy Séba et son groupe sont venus, et ils ont lancé cette campagne que nous soutenons. Voilà, donc nous soutenons cette campagne, et j'ai entendu un certain nombre d'intellectuels qui disent que la France ne représente rien, et qu'on ne devrait pas consacrer le maximum de nos énergies à la France. Bon, moi, je ne sais pas quelles sont les données que ces intellectuels ont, mais qu'ils aillent parler avec ceux qui ont essayé de se soustraire du joug français, et ils se rendront compte de la capacité de destruction de la France. Ce n'est pas seulement l'avion de Kadhafi, ce n'est pas l'assassinat de Kadhafi par la France et les États-Unis, ce n'est pas seulement ça. Ce que la France est, ce n'est pas seulement les résolutions que la France signe au nom des pays comme la Côte d'Ivoire en temps de crise. Mais ce n'est pas seulement le système financier ou bancaire qui est contrôlé par la France dans les 14 pays francophones. La France, ce n'est pas seulement les multinationales. La France, ce n'est pas seulement le fait que les gens contrôlent l'essentiel de notre économie ou bien des 14 pays, des 14 pays francophones. Ça va au-delà de ça. C'est un système qui a été mis sur pied par les Occidentaux depuis l'esclavage. Et puis après, il y a eu la colonisation. Et puis il y a eu l'apartheid. Et puis il y a eu le néocolonialisme. Et à chaque fois, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la France a toujours été impliquée dans les différentes expéditions esclavagistes et colonisatrices. Ce n'est pas une affaire de CFA de maintenant. Et encore que le CFA, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on n'est pas d'accord avec cela. Et le dire, est-ce que c'est quand ils vont chasser Moizoulou de la France ou bien quand ils vont chercher à nous assassiner que ça va régler le problème? Non. Des générations successives d'Africains ont dit non, trop c'est trop et on ne peut plus continuer avec ce système. Les présidents comme Gbagbo Laurent et bien d'autres avaient certainement l'intention de réduire le joug de la France sur la Côte d'Ivoire ou bien sur les pays francophones. Mais ils n'ont pas réuni toutes les conditions. Et puis, peut-être que les facteurs historiques n'étaient pas favorables à ce genre de situation. Mais aujourd'hui, là, c'est un mouvement de masse qui est en train de se faire. Et je l'ai dit, et Kémy Séba l'a dit, d'autres personnes l'ont dit. Nous allons nous organiser pour que les gens sachent le caractère pernicieux du franc CFA, pour que les gens sachent que quelqu'un ne peut pas contrôler ta monnaie. Et puis, toi, tu vas prétendre créer les conditions de ton propre développement. C'est lui qui tient les leviers, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui manipule tout, c'est eux qui sont en train de tout manipuler. Nos leaders, comme les Ouattara, qui se sont trompés, qui ont pensé que en allant composer avec les Occidentaux, ils allaient arriver au pouvoir, les Occidentaux allaient leur donner les moyens, mais non. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il est d'abord un président d'un pays de Noirs en Afrique. Quand on entend Helmut Kohl ou les Hillary Clinton dire, pour parler de Hillary, que les gens sont allés arrêter Kadhafi parce qu'ils ne voulaient pas de la souveraineté économique de l'Afrique. Mais c'est ce que cette classe politique occidentale-là, c'est ce qu'ils pensent. Donc nous sommes dans un contexte où on dit, si vous réfléchissez ainsi, et que vous tenez le CFA, et que depuis que nous sommes en train, les 50% des réserves qui sont déposées dans le trésor public français, jusqu'à aujourd'hui, aucun président africain ne peut aller pour réclamer ses sous. Les Sylvanus Olympiques ont voulu changer la monnaie. Les Français ont dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez avoir votre monnaie quand tel jour, il n'y a pas de problème. Le jour qui ont suivi, le gars est mort. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que des leaders comme Gbagbo Laurent, ou bien d'autres, quand ils arrivent, les gens ne peuvent pas aller là-bas comme ça pour dire, bon, aujourd'hui, on va avoir notre monnaie. Maintenant, j'ai eu le privilège de rencontrer un monsieur
qui a plus de 80 ans, et qui était journaliste au temps de Sékou Touré, et qui m'a raconté comment est-ce que Sékou Touré quelles sont les conditions, les précautions que Sékou Touré a prises avant d'annoncer la création de la monnaie guinéenne. Je crois que c'était le Sili. Mais quand on explique, alors que Sékou Touré avait déjà dit non à la France, mais même pour annoncer qu'il allait avoir sa propre monnaie, mais c'est-à-dire que c'était une information qui était hautement confidentielle, qu'il n'a pas partagé avec le journaliste. Il a appelé le journaliste pour dire, viens à telle heure me rencontrer, ne dis à personne. C'est en ce moment qu'il a annoncé qu'il avait créé sa monnaie. Mais alors, les faux billets que les Français vont mettre dans le système financier pour détruire la monnaie, tout ça c'est ce qui se passe. Maintenant nous disons que nos leaders, là, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, ils ont pensé qu'ils pouvaient le régler seuls. Ce qu'on dénonce, on va dénoncer, comme aujourd'hui j'ai parlé de M. Ouattara, on dénonce sa politique, tout ça. Mais par rapport au CFA, M. Ouattara a besoin de notre aide. Il lui-même, qu'au fond de lui-même, il sait que quand il a fait la guerre, ce n'est pas pour venir aujourd'hui au pouvoir, et puis il n'a pas la possibilité de pouvoir gérer le pays, et il n'a pas la possibilité de produire la prospérité, et qu'il est obligé de compter sur le Maroc, et qu'il est obligé d'aller diversifier, de chercher les partenaires dans le monde arabe, alors que la grande France, qui a bombardé le palais présidentiel, la grande France pouvait tout lui donner, mais il n'a pas. Tout ce qui a été fait, c'était des calculs financiers qu'on lui a fait savoir qu'il avait, comment on appelle, le PPTE, mais non. Donc, nous devons venir avec des systèmes alternatifs pour concevoir notre développement, mais en même temps, tout ce qui va faire en sorte que les pays africains ne peuvent pas avoir leur développement, que ce soit sous Fouette, que ce soit sous Bédier, et que ce soit sous Babo, que ce soit sous Alassane Dramane Ouattara, nous là, on devrait, si on n'était pas suffisamment cons, en train de faire on a passé tout notre temps à faire la guerre pour une affaire de poste, on devrait se mettre d'accord pour dire non, la question du CFA là, comment est-ce qu'on doit arracher ça des mains des Français? Et ça n'a pas été fait. Est-ce que c'était pas par exemple l'une des ambitions de Thomas Sankara? Non, Thomas Sankara, pour être honnête, j'ai suivi Sankara. Peut-être qu'il y a une information que je n'ai pas. Je ne crois pas que ce soit un sujet que Sankara ait réellement abordé. Que l'Afrique de l'Ouest devait avoir sa propre monnaie? Non, non, je veux dire que ça n'a pas été un grand chantier, ça n'a pas été un combat qu'il a mené. Il a parlé de la dette. Mais sur le CFA, le jour où vous voyez, moi je vais voir. Mais sur le CFA, Sankara, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des combats qu'il ne fallait pas engager. Parce que, bon, vous allez demander que le Burkina ait sa monnaie. Bon, c'était difficile. Donc, il n'a pas vraiment mis l'accent là-dessus. Sur la dette, oui. Sur d'autres sujets, oui. Mais donc, bref, aujourd'hui, là, nous devons aller progresser. C'est pour cela que la campagne de Kémy Séba est une bonne campagne. Alors, docteur, vous parlez de Kémy Séba. Alors, c'est une nouvelle génération qui veut aller contre le franc CFA. Alors, de quoi disposent-ils aujourd'hui ces jeunes gens, cette nouvelle génération, comme système logistique et logiciel, comme moyen pour aller contre la grande puissance, parce qu'aller contre le CFA, c'est en fait aller contre la France. Oui, mais... Alors, de quoi disposent-ils aujourd'hui? Et jusqu'à quand pourrait-il aboutir à une situation positive de leur engagement? Je vais citer le ballet citoyen au Burkina, qui disait que notre nombre est notre force. Quand nous serons suffisamment nombreux à réfléchir comme ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui on a vu la petite campagne, 2 séries de conférences, quelques interviews ici et là de Kémy, d'autres personnes ici et là, les Français ont commencé à faire, ils ont commencé à être déjà sur la défensive. Alors que le mouvement ne... Parce que les Français ont commencé déjà à expulser les Africains de la France. Oui, est-ce que ce n'est pas un moyen d'intimidation de ces Oui, Africains? ils vont le faire. Ce que je vais dire, c'est qu'on n'a même pas encore amené le combat contre le CFA à un autre niveau, qu'ils sont en train de paniquer. C'est ce que je suis en train de dire. Non, ça veut dire que si nous sommes sérieux, si nous sommes bien organisés, et que nous sommes nombreux, et que nous arrivons à convertir beaucoup de personnes, et que nous sommes beaucoup plus nombreux à être vocaux, je suis convaincu que ce combat, nous allons le gagner. Ça peut ne pas être dans 2 ans, dans 3 ans, mais c'est un combat que notre génération doit gagner. Quelle est la part de la société civile? Non, c'est ça Quelle est la part? C'est ça la société civile. Oui, mais c'est des jeunes gens. Quelle est la part des aînés de la société civile pour encourager aussi ces jeunes gens? Mais moi, il y a une grande différence d'âge entre Kémy Séba et moi. Voilà, donc Kémy Séba fait partie des jeunes.
il y en a des gens de ma Est-ce génération. que vous êtes en contact avec Kémy Séba? Oh non, on n'est pas. Je suis en contact avec des gens qui travaillent avec lui. Je ne suis pas en contact avec lui, mais des gens comme Don Melo, qui est un peu plus âgé que moi, et puis bien d'autres. Les Célestin Monga dont j'ai parlé, ils sont nombreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est devenu le porte-voix du combat contre le CFA, mais il y a eu des ouvrages, de nombreux ouvrages que des intellectuels africains, même qui travaillent à la Banque mondiale, qui ont écrit contre le CFA. Maintenant, il y en a qui disent non, sur le plan technique, là, si on le fait, ce n'est pas bien. Quoi même Nkrumah avait dit un jour. Il dit, les gens n'ont qu'à nous laisser nous-mêmes, on va faire nos propres erreurs. On va apprendre de nos erreurs. Il prenait l'unité africaine. Non, il prenait l'unité, on va apprendre de nos erreurs. Donc, en gros, si on fait une monnaie, et puis après, il y a des soucis, c'est vrai qu'on voudrait prévenir les difficultés, mais on va tirer les leçons, mais la monnaie ne peut pas être dans le trésor public français. Et ce n'est pas une question économique, c'est d'abord une question politique, une question de souveraineté politique. Mohamed V était prévu passer 5 jours en Côte d'Ivoire, mais pratiquement il a fait près d'un mois. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait, en fait? Bon, c'est évident que, le roi du Maroc a des relations privilégiées avec la Côte d'Ivoire et plus particulièrement avec le régime actuel. Mais aujourd'hui, il paraît qu'ils sont en train de se prendre pratiquement plein de terrains en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui sont accessibles à des terrains au Maroc? Non, c'est justement ça la question. Parce que, en tant que panafricaniste, je ne peux pas être contre une certaine forme d'intégration une certaine forme d'intégration économique ou une certaine forme de commerce entre les pays africains, que ce soit un pays de l'Afrique du Nord ou un pays de l'Afrique de l'Ouest ou un pays de l'Afrique du Sud austral. Donc, dans le principe que le Maroc ait des investissements en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Kadhafi avait aussi des investissements en Afrique. Est-ce que c'est vice? J'arrive en Afrique. Je veux dire que le principe, il n'y a pas de problème. Mais c'est la question de la réciprocité. C'est à ce niveau-là que, en tant que nationaliste ivoirien, en tant que panafricaniste, si les Marocains peuvent venir chez nous et puis avoir autant d'investissements, on devrait pouvoir aller au Maroc, acheter des terres au Maroc et faire des affaires au Maroc. Donc, et ça, apparemment, nous ne sommes pas en train de le faire. Donc, dans ce commerce-là, c'est nous qui sommes en train de perdre. C'est vrai qu'ils ont de la liquidité dont nous bénéficions, mais quand j'ai vu, par exemple, le projet qu'ils sont en train de faire par rapport à la lagune, je ne sais pas si c'est la belle lagunaire de 137 milliards de francs CFA. Quand même, on ne peut pas avoir 137 milliards nous-mêmes. Et j'ai eu cette conversation avec un diplomate ivoirien qui est actuellement en poste. J'ai dit, mais le combat que nous menons là, il ne suffit pas de tout vendre, avoir de la liquidité pour essayer de régler les dépenses immédiates. Non, il faut réfléchir. C'est ce qu'on appelle le développement durable, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des investissements pour satisfaire les besoins des générations présentes, mais en même temps aussi pour ne pas mettre en danger les besoins des générations futures. Donc si aujourd'hui, M. Ouattara est en train de vendre tout aux multinationales françaises, Bouygues, Bolloré, et que maintenant, après, nous avons quelques multinationales turques, quelques multinationales indo-pakistanaises, des multinationales marocaines. Mais à un moment donné, la Côte d'Ivoire, là, nous serons là-bas comme quoi? Comme des esclaves sur notre propre sol. Quand on le dit là, ça n'a rien à voir avec l'ivoirité. Tous ceux qui sont nationalistes et qui pensent à la souveraineté et qui pensent au panafricanisme, et je l'ai dit à des gens, si M. Ouattara, qui fait le rattrapage ethnique, s'il trouve même des investisseurs du nord de la Côte d'Ivoire, et je l'ai dit à des gens, et je le pense sincèrement, je suis contre la charte du Nord, je suis contre l'ivoirité, je suis contre le rattrapage ethnique. Mais s'il y a des Ivoiriens ou des Africains, de l'Afrique, même des Burkinabés, des Nigériens, à qui on donne ces investissements et qui les contrôlent, et on sait qu'on est en train de susciter une classe d'industriels en Côte d'Ivoire. Big Togo peut être corrompu, mais si Big Togo investit, qu'il peut donner du travail à des gens, et qu'on sait qu'à la fin de la journée, à cause de ce qu'il fait, même si c'est délictueux, il y a des gens qui arrivent à manger, ça au moins, demain là, par rapport à l'histoire, au moins on se souviendra un peu de ça. Mais non, on ne peut pas donner tout ce qu'il y a comme richesse d'un pays à des étrangers, à des multinationales étrangères, et puis on estime qu'on est en train de faire le développement. C'est pour cela qu'il est en train d'échouer, ou c'est pour ça qu'il a échoué. Alors donc bref, cette affaire du Maroc, il n'y a pas de souci.
On peut faire les investissements avec eux, mais il faut qu'il y ait la loi de la réciprocité. L'attaque des djihadistes à Bassam, il y a juste un an, le premier anniversaire a été célébré en pompe il y a juste quelques jours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est à l'abri des futures attaques des djihadistes? Tous, on a senti de la peine parce que si les djihadistes triomphent de Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que c'est des pays qu'ils auront détruits. Maintenant, c'est pour cela aussi que nous avons dénoncé la façon dont M. Ouattara était en train de fonctionner en mettant, c'est-à-dire qu'il voulait casser tous les pro-babos et tout cela, ce n'était pas utile alors qu'il y avait des défis plus grands. Même aujourd'hui, où il a mal géré la question des souscripteurs de l'agro-business. Qu'est-ce qu'on constate là? Nous avons appris que selon les services de renseignement français, selon ce qui est sorti dans les médias, et que ce sont des Américains et des Français, qu'il y aurait des attaques à Dakar, en Côte d'Ivoire et peut-être au Burkina. Donc, quand ça se passe ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez dire d'autres attaques? D'autres attaques. D'autres attaques, c'est déjà sorti, j'en ai lu ça, c'est l'information venue des services peut-être de la chancellerie américaine et la chancellerie française. Donc bref, il se peut qu'il y ait d'autres attaques. Donc, si... la Côte d'Ivoire a bien été prévenue avant la première attaque. Non, parce que voilà ce qu'il faut savoir. Nous reprochons à M. Ouattara sa façon de gérer. Mais le terrorisme là, on n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut empêcher toutes les attaques terroristes dans un pays africain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit honnête avec soi. Ouattara ne gère pas bien, mais et puis il a d'autres priorités, il veut sauvegarder son régime, mais les attaques terroristes, il y a eu quoi, Bataclan ici, Bataclan c'était en France, le truc de Floride ici, quoi. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver même aux les pays les plus importants, mais et les plus grands. Ce que nous disons, c'est que quand on sait qu'on est confronté à ce genre de challenge, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les dissensions dans la société. Donc un autre président, selon vous, aurait pris d'autres dispositions par rapport aux dispositions prises par l'équipe Voilà, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on est une maison divisée. Donc vous n'avez pas confiance en l'équipe du président Ouattara pour gérer le problème du terrorisme en Côte d'Ivoire? Bien sûr, parce qu'ils sont divisés. Le pays est divisé. Le pays est divisé et puis eux-mêmes, dans les relations avec Blaise Compaoré et bien d'autres, à un moment donné, ils ont flirté aussi avec certains de ces mouvements-là. Parce que bon, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que M. Ouattara aurait dû réduire les dissensions dans la communauté pour que les Ivoiriens puissent bâtir une nouvelle, quelle est l'expression que j'utiliserais? C'est-à-dire un front national contre les attaques, contre le terrorisme. Ça, c'est au niveau interne. Le deuxième niveau, c'est que les pays africains ne sont pas en train de le faire. Si le Nigeria est attaqué par le terrorisme, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais quand nous parlons de panafricanisme, c'est pour ça. Donc les leaders doivent venir dans un processus, dans une démarche panafricaine, de façon solidaire, travailler ensemble, échanger les informations, mettre sur pied, s'il le faut, une armée commune pour pouvoir lutter, des unités spéciales pour lutter contre les terroristes. Et ça, nous ne sommes pas en train de le voir. Donc, quand vous parlez de réduire les dissensions au niveau de la communauté, est-ce que vous voulez dire prôner la réconciliation nationale? Ah oui, bah bien sûr, mais comme là, nous avons déjà dépassé, c'est pour ça que je n'ai même pas voulu revenir sur ça, parce que la réconciliation ne peut plus être bâtie sous Ouattara. Alors, on a déjà parlé de ça, donc je ne vais pas perdre le temps pour parler de cette affaire. Parce que comment il va bâtir la réconciliation aujourd'hui? On a déjà parlé de ça. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, mais je veux dire que... Vous pensez? Oui, mais bien sûr. Les Ivoiriens peuvent toujours manger dans le même plat? Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est quoi? Il y a eu la justice, des vainqueurs en interne et à l'international. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'il veut. Alors, docteur, on tire un peu au choix de cette émission. Nous allons parler, c'est que votre bonne enfance, c'est le panafricanisme. On ne peut pas avoir le docteur Inyaka sur un plateau sans parler de panafricanisme. Alors, en Afrique du Sud, nous avons vu, nous avons lu, nous avons constaté, nous avons tous vu ces images horribles, dégoûtantes, que personne n'aurait bien voulu voir. Des Africains, les enfants de Nelson Mandela. Nelson Mandela que
Nous avons tout soutenu à un moment donné de notre vie. Les enfants, les petits-enfants de Nelson Mandela dépaissent d'autres enfants de l'Afrique, sous le regard des Africains. Aucun président africain n'a levé le pouce pour condamner. Aucune institution africaine n'a levé le pouce pour condamner. Vous, les panafricains, je ne sais pas si vous avez levé le pouce pour condamner. Alors, d'abord, définissez-nous la situation de l'Afrique du Sud. Définissez-nous un peu la situation des présidents africains, des institutions africaines qui sont restées muettes au regard de ces tueries en Afrique du Sud. Et puis parlez-nous un peu de la position des panafricanistes. Bon, quand nous avons vu cette tragédie, bon, nous tous nous déplorons cela, nous condamnons cela, les tueries, mais il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. J'ai entendu et j'ai vu des gens écrire, dire « Ah, je regrette d'avoir soutenu la lutte contre l'apartheid. Oui, mais ces Sud-Africains, ils auraient dû vivre encore sous l'apartheid parce que c'est des sauvages. » Et j'ai entendu des gens le dire. Mais non, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est quand même 342 ans de domination blanche. Le complexe du blanc, là, il est répandu dans la majorité des Africains. Qu'ils soient sud-africains, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient américains noirs, le complexe du blanc et le sentiment d'infériorité, beaucoup de noirs ont encore ça vis-à-vis du blanc. C'est un lavage de cerveau qu'on nous a fait, de savoir, de penser que la race blanche est la race supérieure. Donc, en d'autres termes, les noirs qui sont allés attaquer, ils savent ce que c'est que l'apartheid. Comme le blanc fait partie de cette race qu'on n'attaque pas. Donc, quand les gens ont des frustrations, qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont se déverser dans un sentiment de self-hatred, comme eux-mêmes ils se détestent. Ils détestent en tant que noirs, ils font cette projection sur les autres, qui peuvent attaquer, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le blanc. Je ne dis pas que les noirs doivent aller attaquer les blancs. Donc les autres Africains étaient la cible facile ici à attaquer. C'est ce que je viens d'expliquer. J'ai eu une Sud-Africaine qui était venue à une, je ne sais pas si je l'avais dit la fois passée pendant l'émission, qui était venue parler dans ma classe à mes étudiants, et qui était le mouvement Rhodes Must Fall. Elle était en train d'expliquer que quand les gens font les manifestations en Afrique du Sud, les étudiants, contre le gouvernement, pour protester, pour que ce soit pour les bourses ou tout ce que vous voulez, qu'ils s'entourent de leurs collègues, des étudiants blancs. C'est-à-dire quand les noirs sont en train de faire la lutte là, pour ne pas que les policiers tirent sur eux. Donc c'est en fait leur cordon de sécurité. Merci pour l'expression. Donc leur cordon de sécurité là, ou leur bouclier de sécurité là, il est composé d'étudiants blancs. Ça c'est en Afrique du Sud, pendant que l'ANC est au pouvoir. Donc en gros, il faut comprendre que ces gens sont des victimes. Et ce qui est arrivé en Afrique du Sud, ça peut se passer partout. Je me souviens, quand j'étais journaliste au pays, il y a eu le problème de la SEC Kotoko. Mais j'étais choqué, scandalisé. J'ai même fait un papier, j'étais l'un des rares journalistes avec Degout Bailly à dénoncer nos collègues et à dénoncer les Ivoiriens dans la façon dont ils ont géré cette affaire de la SEC Kotoko. Ils sont venus du Ghana et ils sont allés montrer la télévision. Enfin, je ne sais pas s'ils ont monté enfin, ils ont fait donner la parole aux Ivoiriens qui ont dit qu'on les a frappés, tout ce que vous pouvez imaginer au Ghana. Cela a incité les Ivoiriens à descendre. Les Ivoiriens sont allés tuer des Ghanéens. Violer des femmes ghanéennes. Ils l'ont fait partout. À San Pedro, à Abidjan, partout. Ça, on l'a fait. Mais est-ce que ces journalistes-là, c'est cette notion de devoir, de responsabilité de la presse-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, des cas de ce genre, ça arrive. Maintenant, le problème, comme en Côte d'Ivoire et comme en Afrique du Sud, c'est le leadership qui a failli. Zuma, aujourd'hui, voulait le pouvoir, et puis, donc, il n'a pas la légitimité morale pour continuer à être le président de l'Afrique du Sud.
C'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup de sympathie. J'ai suivi son parcours dans sa guerre contre avec Thabo Mbeki. Mais aujourd'hui, Zuma ne peut pas répondre aux besoins, aux challenges, aux défis auxquels l'Afrique du Sud est confrontée. On l'a vu lui-même porter main à un de ses majors. Non, c'est les fake news, il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser. J'ai vu l'image. C'est la question que je voulais vous poser. J'ai vu l'image. Bref, j'ai même vu aussi qu'il aurait dit aux gens de Zimbabwe de quitter son pays. Bref, mais on peut, avec les fake news, il faut faire attention. L'implication de nos présidents, des autres présidents, avant d'arriver parce qu'il y a eu des Africains de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des Africains de l'Afrique centrale, il y a eu des Africains, tous azimuts, de toute l'Afrique entière, qui ont été dépecés. Nous avons une nation, nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO, nous avons l'Union africaine. Aucune de ces institutions n'a levé le petit pouce pour condamner. Aucun président africain n'a levé le petit pouce pour condamner. C'est vrai qu'on va parler de Zuma. Laissons Zuma, les autres présidents. Non, moi ce que je veux dire, il y a eu en Afrique du Sud, toute la classe politique a condamné. Toute la classe politique, j'ai appelé, on a des contacts là-bas, donc la classe politique a condamné. Est-ce que ce n'était pas politique cette Non, les gens c'était politique parce que Pierre Oupol veut être président, Pierre Oupol veut être député, Pierre Oupol veut être ministre, Pierre Oupol veut être maire, donc c'était de leur devoir de condamner. Mais moi je parle plutôt des autres présidents africains, je parle des institutions africaines. Non, moi je vais, sur cette question, je vais répondre de façon un peu ironique. Vous êtes en train de parler des présidents africains qui sont allés en France pleurer avec les Français quand il y a eu une vingtaine de morts. pendant qu'il y a eu 2000 morts tués par Boko Haram. Boko Haram a tué. Voilà, donc si c'est de ça que vous parlez, donc ça va être difficile comme conversation. Alors aujourd'hui, selon vous, selon votre vision en tant qu'expert du panafricanisme, est-ce qu'il y a aujourd'hui un héritier du panafricanisme en Afrique? Comme on a dit, le mouvement progresse. Le mouvement progresse. Quel est l'héritier aujourd'hui? Non. Donnez-moi un nom. Ce n'est pas une affaire de nom. Parmi les responsables africains, est-ce qu'il y a un héritier du panafricanisme? Non, c'est ce que je suis en train de dire justement. La nouvelle tendance du panafricanisme, c'est un mouvement de masse. C'est ce qui est en train de se passer avec le front anti-CFA. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant cette masse. Mais ça va, d'ici quelques 3-4 ans, il y aura parmi... Donc il faut qu'on attende 4 ans pour que quelqu'un... Non, je veux dire que d'ici 3-4 ans, parmi tous ces leaders, il y aura des gens qui vont certainement avoir accès à... Je parle de notre président. Quel est le président aujourd'hui héritier du panafricanisme? Non, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas citer parce que je ne vois pas un président qui soit comme Sankara ou bien qui soit comme Kwame Nkrumah. Mais je dis que il y a une nouvelle génération qui est en train de s'organiser et nous sommes en train de travailler à ce niveau. Tout à l'heure, avant cette émission, on parlait des jeunes qui sont en Russie, africains, qui vont organiser une conférence sur Cuba, l'Afrique et le monde pour parler de la question de la souveraineté économique. Donc, en France, un peu partout, les Africains sont en train de s'organiser et nous sommes en train de comprendre que, au-delà, il faut qu'on arrive à réduire nos différends et pour réfléchir en tant qu'Africains et pour soutenir cette nouvelle vision du panafricanisme dont je voulais parler assez rapidement. Sur ce sujet, comme je l'ai dit, nous sommes en train de promouvoir une nouvelle articulation du panafricanisme, une nouvelle dispensation du panafricanisme qui se dissocie et qui se distance du capitalisme et du socialisme. Nkrumah avait essayé d'articuler le discours panafricain ou la pratique panafricaine à partir du prisme socialiste. Nous sommes en train de faire la promotion du concept de la philosophie africaine qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu est une philosophie africaine qu'on peut retrouver dans près de 60% des ethnies en Afrique au sud du Sahara. Les populations qui se réclament d'Ubuntu peuvent se retrouver sur un tiers du territoire de l'Afrique au sud du Sahara, du Sénégal à Zanzibar, du Cap au Caire, ou bien dans le désert de la Nubie. On voit que le concept de Ubuntu, cette sonorité linguistique et culturelle, on la retrouve dans beaucoup d'ethnies. J'en avais déjà parlé.
comme en Lingala c'était le Bomoto, en Ouganda Bantu, au Kenya c'est Hutu, chez les Mossi au Burkina c'est Burkindi. Bref, voici la vision. C'est autour de cette vision de Ubuntu que nous allons définir un nouveau système politique qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons en Afrique, qui nous a été imposé ou bien que nous avons copié avec les Occidentaux. C'est avec cette vision de Ubuntu que nous allons avoir une identité économique, c'est-à-dire une économie qui est basée sur la communauté. C'est avec Ubuntu que nous allons concevoir une spiritualité et l'unité spirituelle africaine. Avec Ubuntu, nous allons réfléchir sur les différents leviers de la société. Bref, voilà ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, nous ne sommes pas les seuls et nous sommes en train de travailler et nous avons bon espoir que l'Afrique marche inexorablement vers son unité. Merci bien. Chers amis d'Ivoire TV, c'était le docteur Nyaka Lagoké que je recevais bien sûr dans nos studios. Et comme vous l'avez bien suivi, nous avons discuté de problèmes de la Côte d'Ivoire, des problèmes de l'Afrique en long et en large. Sachez tout simplement que le docteur Nyaka est toujours disposé et disponible à nous visiter et puis bien sûr à nous instruire sur les problèmes de la Côte d'Ivoire et les problèmes de l'Afrique et surtout sur le panafricanisme parce que c'est un expert en la matière. Docteur, merci beaucoup d'être venu. Merci et beaucoup. puis voilà, c'est la énième fois qu'on se retrouve. Je sais qu'on va encore se retrouver beaucoup d'autres fois. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi depuis les studios d'Ivoire TV. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.